Eh bien, je vous propose de commencer et puis, les gens se connecteront progressivement. Ça permet de faire une introduction tout en douceur. Donc, bienvenue à ce rendez-vous résilience pas comme les autres sur notre nouvelle collection Heroes for Heroes. Je suis Anne-Sophie, responsable de la voix du patient et ancienne patiente moi-même chez Résilience. J'ai le privilège de pouvoir vous accueillir pour ce temps de rencontre et de conversation. J'espère que vous êtes confortablement installés, car nous allons passer ensemble la prochaine heure en très bonne compagnie. Nous souhaitions prendre le temps de vous présenter cette nouvelle collection que nous avons produite ces derniers mois, Heroes for Heroes. Et oui, sous ce nom anglo-saxon, on comprend que l'on parle de héros. Et si vous avez consulté la bande-annonce de cette collection, vous l'aurez compris, il s'agit d'athlètes. Alors pourquoi Heroes for Heroes? Tout simplement car nous sommes allés à la rencontre de personnalités du monde du sport et de l'handisport. De ces conversations, nous en avons produit 12 épisodes. Que leur discipline soit la natation, le tennis, le rugby, l'escrime, le ski, l'aviron, le football ou le cyclisme, ces personnalités nous confient leurs histoires et se livrent sur leur parcours et leurs valeurs. Chez Résilience, nous sommes conscients que le cancer et la place qu'il occupe dans la vie de chaque personne touchée par le cancer confrontent celle-ci à différents états d'âme et de nombreuses difficultés. Nous pensons que vous êtes aussi des héros à faire face à cette maladie. À travers ces témoignages, nous espérons inspirer et aider chacun et chacune à mieux appréhender les défis du cancer et à trouver des moyens de les surmonter. Ce soir, c'est le lancement officiel de cette nouvelle collection de vidéos. Pour votre information, vous retrouverez ainsi l'épisode numéro 1 de Mathieu Lartaud dès demain matin, directement dans la bibliothèque de l'application Résilience, dans la partie Découvrir d'autres vécus. Nous accueillons ce soir 2 témoins, que sont Séverine, ex-championne de cyclisme, et Mathieu, ancien rugbyman. Tous deux nous font l'honneur de se rendre disponibles ce soir, à quelques jours des JO de Paris, pour lancer ensemble cette collection. À leur côté et pour les interviewer, nous avons Claude et Karine qui malheureusement, pour des raisons de santé, ne peut pas être présente ce soir. Donc, je me ferai l'écho de ces questions et qui sont tous deux patients de la communauté Résilience. Je vous propose donc de découvrir ensemble la bande-annonce de cette nouvelle collection, Heroes for Heroes. Je vous partage la vidéo tout de suite. On sait qu'on perd quelque chose. Moi, c'était un genou. C'était une passion. C'était la pratique d'un sport qui me faisait vibrer. Après, il faut chercher ce qui peut compenser ça. Les priorités de vie sont plus les mêmes. Ça, je pense que c'était la chose la plus difficile qu'il fallait traverser. Il y a une phase, c'est comme dans tout, il faut accepter. Mon père, qui était un très bon skieur et qui était moniteur de ski, m'a jamais appris à skier, mais il m'a transmis sa passion et il m'a appris à me relever. Alors, vous l'aurez compris, on va avoir plusieurs personnes qui vont prendre la parole. On aura aussi un temps d'échange avec les personnes de l'audience qui souhaitent aussi poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les noter au cours des conversations dans la partie chat en bas à droite de votre écran. Et nous pourrons effectivement les aborder une fois la conversation terminée entre nos 2 binômes. Donc, nous allons d'abord commencer avec Mathieu et Claude. Pour introduire Mathieu, donc Mathieu Lartaud, c'est un passionné de rugby. Il est journaliste sportif et commentateur de matchs sur France Télévisions. Au printemps 2023, 26 ans après avoir été traité pour un sarcome synovial, un cancer du genou, une nouvelle forme de ce cancer très rare réapparaît, encore plus agressive. Mathieu Lartaud décide alors de dévoiler sa maladie et raconte son combat pour la vie dans un livre On n'ampute pas le cœur. Avec lui, on aura Claude qui a 59 ans, qui est le papa de 8 enfants. Il a découvert son cancer, un lymphome de Hodgkin, suite à un check-up de routine. Il est à présent en rémission, il travaille à Paris, mais il occupe un poste international.
je vous propose pour débuter cette conversation, c'est de passer le premier extrait de l'épisode de Mathieu pour pouvoir donner un peu de contexte à la première question de Claude. Mais ça va super. J'ai repris mon activité professionnelle quasiment à 100%. Là, je suis à 80%, je serai à 100% pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Tous les feux sont au vert et ça, c'est génial. Messieurs, je vous laisse la parole. Je n'entends pas Claude. Mince. C'est bon? Tu m'entends? Oui. Ouais. Bah, bonjour. Bonjour. J'ai envie de te demander comment tu vas, mais je le sais, on le sait tous, ça va super, tous les feux sont au vert. Tu es incroyablement positif. Alors, est-ce que tu as toujours eu ce tempérament? Est-ce que tu l'avais avant d'avoir affronté la maladie, les opérations? C'est inné? Je ne sais pas si c'est inné, en tout cas, ça a toujours fait partie effectivement de mon tempérament, de mon caractère. J'ai toujours été quelqu'un qui allait de l'avant, même dans des épreuves de vie qu'on a tous connues là sur cet écran. Mais je dirais que le fait d'avoir traversé tout ça a peut-être accentué encore plus ce trait de caractère, parce que quand on est dans la difficulté, quand on doit faire face à un cancer, pour ma part ensuite une amputation, des interventions lourdes, des traitements très lourds, on est dans des environnements où les choses sont parfois difficiles. Et moi, j'en ai fait une philosophie de vie, c'est-à-dire que à la fois sur mon premier cancer et puis sur la récidive 26 ans plus tard, j'ai toujours considéré que en regardant les autres évoluer autour de moi, il y avait toujours pire en fait dans les situations. Et je crois que ça m'a donné beaucoup de force, d'énergie, d'aller chercher des choses aussi qu'on ne soupçonne pas toujours en nous. Vous êtes passé par là, on parle souvent de l'instinct de survie ou la soif de vivre. Moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire que quand on nous apprend qu'on est atteint d'un cancer, il y a évidemment un temps de sidération où il faut un peu accepter la chose, l'encaisser. Et puis ensuite, il y a le moment où on refait surface, on prend les choses en main et on affronte, on fait face. Et moi, j'ai toujours eu ce caractère-là. Quand j'étais sur un terrain de rugby, je fonctionnais un peu de la même manière. Donc je dirais que les épreuves ont renforcé ce trait de caractère qui était en moi depuis toujours. Super. Est-ce que tu veux répondre, Claude, autre chose, ou on enchaîne avec le deuxième extrait? Non, j'imaginais que tu étais comme ça, ouais, que le sport probablement t'avait déjà mis dans cet état d'esprit de te battre. Exactement. Mais on peut enchaîner, ouais. Très bien, bah, j'envoie le deuxième extrait. Quand l'esprit est bien préparé, le corps suit. Moi, c'est la leçon que je fais de mon épreuve. Moi, je me suis toujours convaincu, intellectuellement, mentalement, que j'allais réussir à surmonter tout ça. Alors ça, c'est une vraie parole de sportif qui sait avec certitude que l'entraînement paie et tu as été espoir, tu as été sportif de haut niveau, tu en côtoies beaucoup aujourd'hui. Je comprends là que tu es passé en mode défi, c'est ce que tu évoquais un petit peu avant, en mode match, en mode gagne. Mais le cancer, c'est pas simplement toi, ça fait d'autres victimes collatérales. Tes parents, probablement, quand tu avais 16 ans et tu évoquais ta fille qui avait 12 ans au moment de ta rechute. Comment tu as réussi à transmettre ta certitude, ton optimisme, ta force, ta confiance au tien à ce moment-là? C'est une excellente question parce qu'en réalité, moi, j'ai deux cancers qui sont très dilués dans le temps, puisque le premier, tu l'as rappelé, j'avais 16-17 ans, donc à l'adolescence. Donc à ce moment-là, je n'étais entouré que par mes parents, ma famille proche, mais j'étais pas papa. Donc ça changeait beaucoup de choses. J'étais jeune, donc il y avait une forme d'insouciance. Quand on a cet âge-là et qu'on fait face au cancer, on se sent pas mortel. Il y a une forme d'insouciance où on traverse un petit peu les choses comme ça. Pour faire l'analogie avec le rugby, effectivement, moi j'étais quelqu'un de très compétiteur sur le terrain. Donc quand j'ai affronté mon premier cancer, j'étais déterminé à avancer et à me reconstruire très rapidement.
en faisant abstraction presque de la gravité de la situation et de la maladie. Mon approche a été un tout petit peu différente sur le deuxième cancer, puisque j'avais 44 ans, papa de 2 enfants, et quand on a un cancer, comme tu l'as dit, on embarque un petit peu tout le monde dans cette galère et dans ce combat-là. Mais je crois que c'est quelque chose de très vertueux en réalité, parce que je pense que moi, j'avais cette faculté, y compris dans le deuxième cancer, à rassurer mon entourage qui me voyait combatif, qui me voyait persévérant, qui me voyait dans la résilience. Et puis ça donnait des gages un petit peu de force et de sûreté, donc ça rassurait l'entourage. Et de ce fait-là, moi, je voyais un entourage qui n'était pas, comment dirais-je, fragilisé par la situation. Et donc, en fait, on s'est nourris les uns les autres, on s'est donné de la force les uns les autres. Et je crois que c'est un petit peu quand même le secret pour réussir à affronter cette saloperie, parce que quand on est dans la maladie, dans les traitements, dans les opérations, on peut vite avoir tendance à être avalé un petit peu par ce tunnel. On est à la marge. Voilà, il y a des examens qui créent des angoisses parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et en fait, on a besoin de se recentrer, de se resserrer, de trouver de l'énergie auprès des nôtres, finalement. Et moi, ça a été l'une des clés majeures pour affronter une deuxième fois le cancer, c'est-à-dire me reposer sur ma femme, mes enfants, et que eux voient que leur époux, leur papa allait affronter ça avec vigueur, quoi, avec force, sans se laisser abattre, même si évidemment qu'il y a des moments où parfois on peut vaciller, où on peut être un petit peu fragilisé par le contexte, un examen qui est un peu moins bon, une chimio qui se passe un peu moins bien. Mais de manière générale, je trouve que c'est très vertueux de pouvoir comme ça se nourrir les uns des autres. Moi, j'ai eu énormément aussi de soutien extérieur, puisque étant un personnage public, j'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Ça m'a aussi donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc ça, c'est un privilège, une chance, parce que j'ai aussi pu mesurer dans ces échanges-là que malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui traversaient ces maladies en étant isolés. Donc moi, je m'estime assez chanceux d'avoir eu tout ce soutien, que ce soit dans mon cercle familial, amical, et puis auprès du grand public. Bah oui, c'est très touchant. Moi, ça fait beaucoup écho aussi à mon propre vécu et au rapport avec ma famille. J'imagine que Claude, ça fait aussi écho à toi qui est aussi papa et qui a aussi, non pas 2, mais 8 enfants maintenant. Bravo, hein, d'ailleurs, au passage. Ouais, j'en avais 6 à l'époque de la maladie, mais c'est vrai que tu parlais de la sidération, et la sidération, il y a comme un temps de retard, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu communiquer vers mes enfants avant d'avoir un diagnostic, une forme de projet et de visibilité. Et cette période-là, elle est dure. Et quand toi, tu communiques, ça faisait déjà 6 ou 8 semaines que je savais, et pas eux. Mais j'ai connu ce temps-là, hein, Claude, je te rassure. Oh, j'imagine. De rendre la nouvelle publique et que je le dise à mes proches, j'ai passé 4-5 semaines, toute la période de biopsie, de rendez-vous avec les médecins, et ça, je l'ai vécu qu'avec ma femme. Ouais. Donc évidemment qu'il y a ce temps-là qui est difficile à vivre. C'est pour ça que je parlais de moments où parfois on peut vaciller parce qu'on est un petit peu seul. Malheureusement, voilà, on est tributaire des résultats d'examen, des annonces qu'on va nous faire sur le protocole à établir, à mettre en place. Et ça, c'est peut-être les moments les plus difficiles à vivre. Parce qu'après, une fois qu'on rentre dans les traitements, dans le protocole, et pour ma part, après, pour l'intervention chirurgicale, la rééducation, bon, bah là c'est notre personnalité, nos caractères qui s'expriment. Et moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à être un battant et à aller un peu droit devant et avec ma détermination. Mais c'est vrai que toute la phase où on n'est pas dans l'annonce officielle, mais on a déjà plein d'éléments en notre possession, est pas évidente à gérer dans le bon timing pour faire les annonces, parce que malheureusement, quand on est malade, on embarque tout son entourage avec soi. Oui. C'est vrai que dans ce que tu dis, j'imagine que la transposition en mode sport, tu peux la faire que quand tu rentres sur le terrain et sur les traitements. C'est ça. Oui. Ok. On a un 3e extrait vidéo, je crois. Tout à fait. Je lance ça de suite.
Moi, ma philosophie de vie depuis que j'ai été atteint de mon premier cancer à Ne se l'adolescence, lance pas. c'est qu'il faut relativiser. Il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi, et quelle que soit l'épreuve qu'on traverse. J'ai eu 2 cancers, j'ai perdu une jambe, et je peux dire aujourd'hui que j'ai vu des choses pires encore, et des destins encore plus cabossés que le mien. Donc voilà, ça aide beaucoup, relativiser les choses, le prendre avec légèreté, parfois avec humour. Il faut pouvoir rire de soi, rire de ses propres malheurs, ça fait du bien, ça ajoute à la beauté de ce qui nous attend par la suite. Ouais, tu parlais un peu plus tôt de philosophie de vie, mais là tu dis il faut relativiser, il y a pire, j'ai vu pire, il faut de la légèreté, de l'humour, mais est-ce que tu penses que la maladie soit un homme différent, meilleur, et puis à quel niveau, si c'est le cas, au niveau perso et au niveau pro, j'imagine c'est différent. Bon, c'est difficile de répondre à cette question parce que différent, meilleur, je sais pas. Un homme plus riche, ça c'est une évidence parce que j'ai évidemment croisé beaucoup de gens dans mes différents parcours de soins et c'est ce que je relate un petit peu dans mon livre, c'est-à-dire que moi il y a une période très particulière qui m'a marqué, c'est quand après mon amputation, quand je suis entré dans un centre de rééducation en région parisienne qui s'appelle l'ADAPT, j'ai rencontré là des personnes extraordinaires et en fait, c'est comme si cet instant-là où je pense avoir vécu la période la plus forte humainement dans toute ma vie, parce que ces personnes-là, en fait, elles symbolisent tout ce que je raconte dans l'extrait qu'on vient de voir. C'est-à-dire que cette philosophie de vie que j'ai à essayer de relativiser en permanence ma propre situation, tout ça s'est vérifié à l'occasion de cette rééducation. Parce que dans ce centre-là, il y avait des personnes amputées comme moi, il y avait énormément de patients atteints de problèmes neurologiques, ce qui signifie pour la plupart qu'ils étaient prisonniers de leur propre corps et de leurs pensées parce qu'ils pouvaient plus dialoguer avec le monde extérieur. Et pourtant, on arrivait à trouver un moyen d'interagir avec eux. J'ai trouvé dans cette séquence de ma vie des personnalités qui m'ont aidé à me reconstruire physiquement, parce que quand on est amputé d'un membre comme c'est mon cas, il faut réapprendre à marcher comme un enfant. Donc on s'appuie beaucoup sur ceux qui sont là depuis déjà quelques semaines dans le centre et qui vous tirent un petit peu vers le haut. Moi, je parle d'un personnage dans mon livre qui s'appelle Adama, qui a été quelqu'un de déterminant dans ma reconstruction parce que déjà c'est quelqu'un de solaire, mais en plus qui m'a beaucoup inspiré dans sa force de travail, dans son engagement. Moi qui ai le sport chevillé au corps et qui ai cet esprit de compétition, je me suis dit si je me mets dans sa roue et que je m'astreins les mêmes efforts physiques au quotidien que lui, je vais réussir à remplir mon objectif qui était de revenir pour la Coupe du Monde de rugby au micro de France Télévisions. Je me suis servi de ces gens-là, je les ai beaucoup observés, j'ai eu cette chance, j'ai beaucoup partagé avec eux. Donc, il y a eu de l'entraide, il y a eu de la solidarité, il y a eu de la bienveillance, alors qu'on avait tous des destins un petit peu différents. Mais on s'est retrouvés autour de ces valeurs-là qui sont très, je crois, assez uniques dans ces lieux-là, dans ces centres de rééducation où on réapprend pas qu'à marcher, je crois qu'on réapprend les vraies relations humaines, en fait. Là où on est tous les mêmes, les barrières tombent, il n'y a pas de classe sociale, on est tous un peu dans le même bateau. Et l'entraide qu'on a du mal un peu à percevoir dans notre société aujourd'hui, dans ces endroits-là, elle est extraordinaire. Et donc ça a complètement validé la vision que je me suis faite de la vie depuis mon premier cancer il y a plus de 26 ans. C'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai un souvenir comme le disait Anne-Sophie, moi j'ai un job et quand j'ai pris mon ticket pour l'administration et l'entrée à Saint-Louis, j'avais 43 numéros à attendre, j'étais assis au milieu de tout le monde et là tu relativises bien que t'es monsieur tout le monde face à une maladie plus ou moins grave de tes voisins et
ouais, c'est un accélérateur de sentiments et d'amitié, ces moments et ces lieux, c'est vrai. Il y a une sorte de retour à quelque chose de très essentiel, ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que certains psychologues appellent les bénéfices secondaires de la maladie. C'est-à-dire que quand on est quand on est dans les traitements et dans l'urgence finalement à s'en sortir, il y a ces rencontres, il y a ces gens-là qui sont mis sur notre chemin. Et puis là, je parle des patients, mais je pourrais aussi parler des aidants, je pourrais parler des soignants qui sont aussi très très importants dans tous ces parcours de vie. Et ça, quelque part, c'est des gens qui ont été mis là sur notre parcours et qui rendent. C'est pour ça que je disais dans l'extrait qu'il faut pouvoir le vivre ça aussi avec légèreté par moment, avec sourire. Nous, on était tous dans des fauteuils roulants avec un bras en moins, une jambe en moins, et il y en a qui parlaient plus, et pourtant on arrivait à rigoler au quotidien, à se faire des blagues. On avait un groupe WhatsApp où on communiquait vachement, et on se tenait, et on se tient toujours informé aujourd'hui, alors qu'on est revenu dans nos quotidiens, de nos vies respectives, de comment on se voit par ailleurs. Moi, j'ai lancé une association là aujourd'hui. Certains, dont Adama, font partie de l'aventure. Donc voilà, c'est des gens qui n'ont pas. Enfin, moi, je crois assez en ça maintenant. Je pense que c'est des rencontres. Je crois assez au destin, et c'est des gens qui ont été mis sur nos chemins pour nous permettre de nous, pour revenir à ta question précédente, nous rendre meilleurs. Oh, je crois que tu prêches des convaincus sur le sujet. Claude, vas-y, pardon, je vais pas te couper. Non, je t'en prie. J'avais une dernière question, parce que pour moi, je me suis jamais considéré comme tel, et je n'aime pas beaucoup le terme survivor, que je trouve très américain et puis finalement assez loin que ce que j'ai vécu. Mais toi, avec ce synovialosarcome à 16 ans, et avec, je crois, une quinzaine de cas simplement en France, un pronostic ultra positif, optimiste en tout cas, et simplement 1%, 5% de chances de rechute. Tu as vécu cette amputation et la perte d'un genou. Comment tu te qualifies aujourd'hui? Parce que j'ai pas l'impression que tu te considères non plus comme un survivor, mais plutôt comme quelqu'un qui est passé au travers, comme tu dis, d'une... Pas complètement, ouais. Je me considère comme quelqu'un qui a dû... Alors moi, je dis souvent que j'avais plus de chances de gagner à l'euro-million que d'avoir les deux cancers que j'ai eus dans un intervalle de 25 ans. Donc, je continue d'aller jouer à l'euro-million, parce que peut-être qu'un jour, ça me tombera dessus, cette fois-ci, mais de manière positive. Mais non, je me considère pas forcément comme un survivant, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Parce que quand j'étais en service de chimiothérapie et que j'étais adolescent, j'ai côtoyé la mort de très près. J'ai vu des enfants malheureusement ne pas survivre à cette maladie. Ça a été encore le cas l'an dernier lors de ma rechute. Et voilà, moi je m'estime, je touche du bois. J'ai réussi pour l'instant à m'en sortir, même si je suis très surveillé, très étroitement. Moi j'ai des examens de contrôle tous les 3 mois, PET scan, IRM. J'ai pas mal de choses à faire, et ça sera mon quotidien pendant 10 ans sur cette surveillance-là. Je me dis que voilà, je suis pas une exception. Là, j'ai écrit un livre il y a 2 mois, j'ai fait beaucoup de séances de dédicaces dans des librairies. Il y a beaucoup de malades qui sont venus à ma rencontre, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils en étaient à 3, 4 cancers. Et donc voilà, à partir de quel moment on considère qu'on est vraiment un survivant? Moi, je suis un vivant. J'essaie de profiter, d'aller de l'avant, parce qu'il faut pouvoir, en fait, moi, le message que j'envoie aux gens, c'est de vivre. Il faut vivre, en fait. Il faut pas s'arrêter. Alors, c'est pas toujours évident. Il faut mentalement pouvoir trouver les ressources et les ressorts surtout. Moi, j'ai la chance de faire un métier de passion, ce qui me permet de me fixer des objectifs à atteindre. Donc ça, c'est un moteur extraordinaire pour avancer. Mais le message que j'envoie aux gens, c'est ça, quoi. C'est d'essayer de vivre, d'essayer de faire abstraction, s'ils le peuvent, de tous ces moments de pénibles à vivre, de traitement, d'opérations s'il y en a, et autres. Et je crois beaucoup à ça, quoi, à cette énergie pour continuer à finalement profiter, à concrétiser. Et puis alors toi, tu as 8 enfants, moi j'en ai que 2, mais moi, sur la récidive, j'ai abordé la chose en me disant,
Maintenant, il faut que je profite vraiment. Ça a été une vraie prise de conscience parce qu'on a tous des vies, voilà, où parfois, moi j'ai une vie très prenante où je suis très souvent en déplacement, je suis pas souvent à la maison, j'ai peut-être pas toujours profité comme il se devait de mes enfants. Bon bah là, ça a été une petite piqûre de rappel en me disant voilà, maintenant, tu vas peut-être profiter un peu plus des tiens. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien à chaque instant. Ok. Bah, c'est très clair. C'est chouette. Moi, j'avais une petite question pour toi, parce que je vois que dans le chat, tout le monde est pendu à vos lèvres. Donc, du coup, moi, j'avais une petite question, parce que j'ai aussi regardé l'épisode en amont. Dans ton épisode, tu nous parles de passion. Tu nous dis notamment que quand on est animé par une passion, cette porte de sortie va nous reconnecter à ce que l'on est profondément. Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils sur comment pouvoir identifier, pour celles et ceux qui ne sauraient pas forcément dire ce que pourrait être cette passion pour eux? Bah, en fait, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que dans ce moment-là où j'ai atterri dans ce centre de rééducation avec tous ces profils si différents, je me suis rendu compte que ce qui nous différenciait quelque part dans notre reconstruction, c'était la projection qu'on faisait de nos vies. Et moi, je me suis rendu compte très rapidement que le fait de faire un métier de passion avec un objectif que je m'étais fixé dans un laps de temps très réduit, et les médecins n'étaient pas très optimistes sur ma capacité à réaliser ça, mais je voulais, moi, revenir 2 mois et demi après mon amputation dans un stade de rugby, amputé fémoral, pour aller faire mon métier. Et cette projection-là m'a servi au quotidien de moteur, qui m'a donné une énergie. Et en discutant avec mes copains de la rééducation, et par exemple Adama, qui lui avait été percuté par une pelle rail, c'est quelqu'un qui travaille sur les rails de chemin de fer et qui s'est fait arracher une jambe. Donc lui, par l'amputation, il a perdu son métier, puisque évidemment après il pouvait plus travailler sur les chemins de fer. Donc il avait plus de but à atteindre, d'objectif à se fixer, en tout cas d'un point de vue professionnel. Et donc moi, mon travail avec lui, puisqu'il m'a tellement apporté dans cette expérience de reconstruction, ça a vraiment été mon modèle, je me suis dit, qu'est-ce que moi, en retour, je vais pouvoir essayer de lui apporter pour qu'il se projette et qu'il ait à nouveau soif de quelque chose, en dehors du fait de se remettre physiquement et de se remettre debout et marcher. Il y a après ce qu'on va devenir dans la vie et comment on va pouvoir se réinsérer en quelque sorte dans la société, puisque pour certains amputés, c'est la perte d'un membre, mais d'un travail aussi. Et donc, j'ai dit à Adama, bon, écoute, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai tout de suite eu l'idée de mon association. Je lui ai dit, dans un premier temps, tu vas venir avec moi dans l'association et tu vas m'aider à construire ce projet. Et puis ensuite, comme je sais que c'est quelqu'un qui aimait le sport et qui était très sportif, je lui ai dit, je pense que compte tenu de tes qualités humaines et du fait que tu sois comme ça, tellement solaire et que tu apportes de l'énergie aux gens, je pense qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose dans le sport, au contact peut-être des enfants. Et là, je l'ai eu il y a 2 jours et il m'a dit qu'il allait passer ses brevets d'éducateur sportif. Et donc voilà, ça prouve bien que quand on arrive à se reconnecter en fait avec ces passions peut-être enfouies, il y a peut-être des gens qui ont fait des choix dans leur vie en occultant un petit peu des choses qu'ils aimaient quand ils étaient peut-être plus jeunes ou dans des périodes de vie où ils n'avaient pas l'occasion de s'y attarder. Quand on se reconnecte à ça, dans ce type d'épreuve-là, on arrive à reprendre goût à la vie, peut-être pas, mais en tout cas, à amorcer quelque chose avec appétit et avec envie. Et donc voilà, moi, c'est un peu ce que j'essaye de dire en permanence aux gens avec qui je suis en relation à travers le livre ou à travers ceux qui ont vu un petit peu mon histoire à droite à gauche et qui me disent souvent, mais comment vous avez fait, vous êtes fort. Moi, je suis pas plus fort que les autres. Je me suis nourri de tous ces gens-là que j'ai croisés, et puis on essaye de se prendre l'appareil et d'essayer c'est hyper important de trouver des objectifs de vie. On est tous comme ça dans nos vies et on n'a pas besoin d'ailleurs
de tomber malade pour s'en apercevoir. Qu'est-ce qu'on fait dans une vie classique? On dit tiens, je vais trouver une femme, un mari, je vais faire des enfants, je vais m'acheter une maison, je vais construire quelque chose. C'est des projets de vie comme ça qu'on se fixe. Quand on est dans la maladie ou dans le handicap, il faut continuer à nourrir ce type d'envie, de projet pour continuer d'avancer. En tout cas, ça a l'air d'être une incroyable rencontre et tu donnes envie de rencontrer Adama. Mais je vous le présenterai à l'occasion. Et si vous suivez mon association, vous aurez l'occasion de le voir. C'est un personnage extraordinaire. C'est une génération. Écoute, merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. Merci. Et oui, un immense merci pour ce temps d'échange. Dans ce que tu dis, je trouve qu'effectivement, moi, ça fait 12 ans que je rencontre des patients et il y a toujours cette espèce d'évidence et d'authenticité dans les échanges qu'on peut avoir avec des patients et des anciens patients. On va au cœur des choses, on va direct sur les sujets, on n'a pas peur de se dire les mots MOTS ou MAUX, comme on les vit, comme on les ressent, comme ils nous animent. Et effectivement, la force de la communauté, de pouvoir s'appuyer sur d'autres, sur ces partages d'expériences, sur ce côté inspirationnel, c'est ce qu'on souhaite créer avec Résilience, mais c'est ce qui effectivement, au quotidien, peut se nourrir. Et quand se nourrir, c'est pas forcément juste le corps, c'est aussi l'âme, c'est aussi le cœur. Et donc, quand je t'entends parler de cette personne, je repense à plein de visages et à des patients qui, certains sont encore là, d'autres, effectivement, n'ont pas pu survivre, mais ces rencontres humaines sont enivrantes et magiques. Donc, à nouveau, un immense merci, Mathieu, d'avoir été disponible. Un immense merci, Claude, d'avoir aussi été notre journaliste d'un soir et d'interviewer cette fois-ci Mathieu. Mathieu n'était pas aux manettes, c'était lui qui était interviewé. Bravo, quel talent, Claude, bravo. Merci, Mathieu. Et donc, on souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis obligé, navré de vous quitter. Je suis désolé. Je salue Séverine. Je sais qu'elle va avoir plein de choses passionnantes aussi à partager avec vous. Et bravo pour tout ça, parce que je crois beaucoup, effectivement, à toute cette force un peu communautaire. On a tous à s'apprendre sur nos vies respectives, sur nos parcours différents, et on doit tous un peu se nourrir les uns des autres. Donc bonne continuation à vous. Merci. Merci Mathieu. Merci Claude. Merci. Et donc effectivement, je me permets donc de vous présenter Séverine Desbouis. En quelques mots, Séverine est une ex-championne de cyclisme qui a remporté 2 étapes du Tour de France féminin, le trophée international, et a atteint le 4e rang mondial avant de devenir leader de la meilleure équipe mondiale en 2001. La même année, elle est victime d'une grave chute qui la tient éloignée du cyclisme pendant 1 an et demi, avant de mettre un terme à sa carrière sportive en 2003. Aujourd'hui, chef d'entreprise dans le monde du business international, elle s'engage, entre autres, pour une meilleure représentation des femmes dans le sport et la société. Nous devions avoir à ses côtés ce soir Karine, qui, comme je le disais tout à l'heure, a eu un petit souci de santé. Donc, je vais reprendre ses questions dans l'échange avec Séverine, bien entendu. Mais donc, ce sera effectivement les questions qui ont été écrites par Karine, qui était une jeune maman de 2 adolescentes qui a 47 ans et qui, en 2022, à la suite d'une hospitalisation aux urgences, puisqu'elle avait une crise convulsive, on lui découvre une tumeur cérébrale. Elle a pu aujourd'hui reprendre le travail. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous passe un premier extrait de l'épisode de Séverine pour pouvoir démarrer cet échange et vous donner un peu de contexte. Donc après ce moment un peu de pause, entre guillemets, après ce moment de colère, pourquoi moi, c'est pas juste, ça a été le truc diagnostic, cartographie, c'est d'où vient le problème. Très bien, d'où vient le problème, comment ça se répare. Mais à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, quels étaient les moyens de s'en sortir, quels étaient les facteurs limitants, très clairement, c'était quoi le truc où le mieux, le pire, le mieux, le pire. Et j'aurais toujours tendance à dire, je vais chercher le pire, au moins je sais vers quoi je dois aller au mieux, en fait. Et je mets un process en place, en fait, un côté récurrent. Et je m'y tiens. Et il y a des moments, c'est difficile, et je m'y tiens quand même, en fait. Parce que je me dis, t'es en vie.
tu es en vie. Alors, après ce premier extrait déjà assez puissant, je reprends donc la question de Karine. Comment avez-vous surmonté la colère, la douleur pendant les longs mois de la rééducation? Quel a été le soutien de vos proches? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne-Sophie. C'est toujours émouvant de se revoir, surtout que ce que j'ai expliqué lors de cette interview, c'est la première fois que je me suis confiée sur ce moment. Voilà, je vais avoir 50 ans dans quelques jours et c'est vrai que c'était voilà, une décision aussi de témoigner. Je pense qu'on est dans une configuration qui est importante de partage aujourd'hui. Voilà, il faut être fort et en ce moment, il faut l'être d'autant plus dans cette société. La colère, il m'a fallu le temps d'encaisser. C'est entre le moment où je suis sortie, je suis revenue à moi après ce moment de coma et qu'il a fallu réaliser que j'étais dans un lit d'hôpital et que je ne sentais plus mes jambes. Ce qui était compliqué, c'est de se dire, OK, je suis en vie, comme j'ai évoqué, je suis en vie. Comment je fais? Est-ce que déjà je remarche? Donc la colère, elle est plus venue dans un second temps quand j'ai commencé à être dans un centre de rééducation. Ma réaction, elle a été tout de suite dans le choix des lieux de rééducation. Je me suis refusée. La colère, elle s'est peut-être traduite par le refus de voir mes proches. J'ai refusé de voir des gens, en fait. C'était si j'acceptais, on allait me plaindre, et là, ça allait être la descente aux enfers. Donc, la réaction de survie, je vais appeler ça comme ça a été de se dire, je veux voir personne et transférez-moi tout de suite quelque part. Et comme j'ai évoqué dans l'interview, ça a été de se dire, mettez-moi dans un lieu qui est peut-être encore plus dur. Voilà, c'est le lieu le plus compliqué peut-être à vivre visuellement, où on voit la douleur physique. Et j'ai été au centre des Grands Brûlés à Rennes, en fait. Et quand je suis arrivée, alors je ne pouvais plus marcher. Hein. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce que je vais pouvoir remarcher? Et on m'a dit oui, mais ça va être un process. Et voilà, donc je suis arrivée là-bas. Les deux seules personnes que j'ai vues à l'époque, c'était mon entraîneur et une personne qui me suivait, qui s'appelle Raymond, et qui était un breton pure souche et qui m'a dit, bon, allez, maintenant, il faut y aller. Et lui, il avait eu un cancer de la gorge. Et c'est pour ça que j'ai accepté qu'il n'y ait que lui qui soit à mes côtés. Il venait tous les jours. Et tous les jours, il me cassait les pieds. Je ne voulais pas de quelqu'un qui me plaigne. Je voulais quelqu'un vraiment qui me fasse réagir pour au moins être, dans un premier temps, ressortir en béquille. Je me suis mis des étapes, en fait. Donc, le refus de voir sa famille, l'entourage, le refus de communiquer, le refus de voir les journalistes, le refus de se dire c'est fini, voilà. Donc, non, une bulle de survie, le nombre de personnes, choisir les gens que j'étais capable de voir et qui étaient capables de me parler de façon correcte. Et le choix du lieu pour repartir. Avec 4, cette question, est-ce que je vais remarcher? La deuxième partie, ça a été le deuxième centre de rééducation où je suis effectivement ressortie en commençant à marcher avec des béquilles. Et là, ça a été l'effondrement. C'était par étapes ce que j'évoquais, la chute, parce que je suis arrivée à Saint-Jean-de-Mont dans un lieu avec beaucoup plus de sportifs. Et là, ça a été la déprime, en fait, les pleurs. Là, la proposition de certains d'essayer de revenir me voir. J'ai laissé rentrer ma meilleure amie qui était elle-même championne du monde de vélo. Et j'ai été incapable et elle était médecin et ça a été trop dur. Elle est venue une fois et j'ai refusé par la suite qu'elle vienne, en fait. Et là, j'ai sorti même mon entraîneur et j'ai dit, je veux voir que Raymond. Parce que Raymond, il était passé par le cancer. Et moi, j'avais les chevilles brisées, le bassin, le visage avec un masque et le vélo et le sport de haut niveau m'avaient construit. J'avais cette chance d'avoir pu, au travers du sport, trouver ma place dans la société. Et j'avais des parents qui étaient aussi des ouvriers, donc j'avais travaillé dur pour ça. Et puis j'ai eu une réaction de la part de Raymond qui m'a dit, voilà, c'est où tu cesses de pleurer et tu repars. Et là, tu remarches, parce que là, tu es en train de baisser les bras, mais c'est pas survivre, c'est vivre. Il dit, moi, j'ai vécu. Et regarde, je suis encore là. Donc, tu vas t'accrocher,
peux être maman, parce qu'on m'avait dit qu'avec l'état de mon bassin, je ne pouvais pas être maman. Donc, c'était très dur parce que je me suis dit, putain, comment j'ai envie d'être mère, en fait. Donc, ça faisait 12 ans que j'étais aménorrhée, j'avais fait des vrais choix de vie et j'ai dit, j'ai pas le droit de vivre ça, en fait. Et là, la colère, elle est ressortie, mais pour aller chercher la troisième brique, qui était de virer ses béquilles et de remarcher. Et on ne peut pas, si on ne se fixe pas des objectifs, il faut oser et pas avoir peur d'avoir des rêves et de se fixer des objectifs. Donc, dans la phase 3, parce que je suis restée 9 mois en centre de rééducation, la colère, elle a sorti, elle a jailli, mais je l'ai transformée en rage. Et là, je me suis tout doucement laissée entourer de sportifs de haut niveau blessés comme moi. J'ai gardé contact avec des grands brûlés, des gens qui avaient perdu des jambes, qui étaient défigurés, et je suis rentrée dans un encouragement et un process, en mettant justement, comme j'évoque dans l'interview, des process, en me disant, je me suis fixé une date, un objectif et une date, et je dis ce jour-là, 9 mois, c'est comme une renaissance. Dans 9 mois, au total, je serai sortie de ce bordel, quoi. Et je suis sortie au bout de 9 mois. Et j'ai fait 2 choses que j'avais peur. Je m'étais motivée en me disant, j'ai peur, j'ai le vertige, je vais sauter en parachute. On m'a pris pour une folle. Et je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, je vais sauter en parachute le plus haut possible. Et je l'ai fait, ça a été terrible. Mais c'était une délivrance. Et la deuxième, j'avais peur de conduire une voiture. J'ai peur des voitures. Et j'ai dit à mes parents, je vais passer mon permis de conduire. Et le premier trajet que j'ai fait, ça a été Vichy-Marseille, parce que j'étais étudiante là-bas. Et je l'ai fait d'un trait, en fait. Et je suis tombée en panne en arrivant sur la Canebière. Et voilà, donc voilà ma réaction face à la colère et comment je l'ai gérée. Ma réaction des proches, ça a été une incompréhension un peu au départ, de par le process que j'avais mis en place. Ça a été beaucoup de tristesse autour de moi, parce que j'étais partie pour gagner le Tour de France. Et puis, j'ai demandé à ce qu'on sèche ses larmes et que c'était pas comme ça qu'on allait m'aider, en fait. Pour m'aider, il fallait déjà respecter cette souffrance, le positionnement que j'avais, qu'il n'y avait que moi qui pouvais y arriver, et que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et j'ai compris aussi qu'on peut échanger avec les amis. Malheureusement, les amis, ils ne vivent pas forcément ça. On a besoin, c'est des moments comme ça, c'est dur ce que je vais dire, mais que ne peut comprendre que des gens qui ont beaucoup souffert, en fait. Et j'ai eu cette dureté-là aussi. Raymond, il pouvait me comprendre. Parce que Raymond, il avait fait la radiothérapie, il avait un cancer de la gorge et qui avait récidivé à 2 reprises. Et j'étais en capacité de l'écouter par rapport à son parcours. Et puis après, ça a été réapprendre à s'ouvrir aux autres. Parce que quand on commence à guérir, on ne peut pas en vouloir à la terre entière et il faut avancer, en fait. Donc, ça a été prendre le temps d'échanger avec les gens et de réapprendre à échanger et d'avancer sans qu'en permanence, on me parle de ça, en fait. Voilà. Je suis admirative de ta détermination et de ta capacité à t'écouter et à faire des choix qui sont en lien avec ce que tu ressens à l'intérieur, ce choix d'être dans le contrôle et d'être dans cette réaction de survie et de vraiment pouvoir activer cette bulle pour te reconstruire et du coup te couper de ton quotidien pour effectivement te reconstruire toi, avec potentiellement l'incompréhension, effectivement, la frustration de certains de tes proches. Je trouve que c'est assez exceptionnel et tout le monde n'est pas dans cette force-là. Donc, quelque part, ton caractère, je pense, c'est clairement activé à ce moment-là. Je trouve que c'est assez incroyable. Et effectivement, le parcours que tu décris là fait écho à bien des égards, à ce que j'ai pu vivre et aux gens que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Quand tu dis effectivement que ne peut comprendre que celui qui l'a vécu ou qui a en tout cas vécu des choses très dures, c'est effectivement quelque chose qui, je crois, pour de nombreux patients atteints de cancer, est un vécu commun, effectivement, de ne peut comprendre que quelqu'un qui a traversé ça. Donc, ta réponse est évidente et effectivement, je pense aussi que de ce que je comprends, tes proches se sont aussi branchés sur ton énergie à toi et une fois que tu as pu poser les mots de dire bah là, j'ai besoin de cet espace-là, ils ont respecté du coup la limite que tu as posée. Tu as pu derrière faire ta rééducation et derrière, effectivement, ton mental de sportif de haut niveau, comme tu le dis, et effectivement, et de t'entourer des bonnes personnes pour
pour remonter la pente, c'est aussi assez bluffant. Et on voit effectivement ta force mentale et ta détermination dans ce parcours-là. Donc, un grand bravo. Je vais enchaîner avec le deuxième extrait que Karine avait choisi. Au bout de 6 mois, parce que je me suis dit, si je veux redevenir une athlète et que ça soit moi qui décide de l'arrêt de ma carrière, je ne veux pas que dans le Wikipédia ou les journaux, on dise « elle s'est arrêtée sur une chute ». Je veux pas de ça, en fait. Je veux que ça soit moi qui décide. C'est moi qui décide de ma vie. C'est pas la vie qui va décider pour moi, en fait. Quand je suis sortie, j'ai commencé à me réentraîner. Alors, j'avais plus beaucoup de muscles. J'étais vraiment maigre, en fait. Reprendre la musculature était compliqué. J'ai quand même des douleurs. Dès qu'il pleuvait, je ne me sentais pas très bien. Et je pense que j'avais du mal à digérer encore ce qui s'était passé. Mais j'ai dit, je vais faire les championnats de France à Plumelec, qui était le lieu de naissance de mon entraîneur, avec lequel j'étais proche. Et je me suis dit, je vais faire un super résultat, je vais m'arrêter ce jour-là, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est fini comme je voulais. Ça s'est fini où je voulais, comme je voulais. Et j'en suis très fière. Vraiment. J'adore personnellement cet extrait. Je vais reprendre la question de Karine. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour nous aider à tourner la page de notre ancienne vie et à envisager sereinement l'après? D'où vous vient cette confiance et cette énergie pour toujours avancer? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui, au départ, a confiance en elle. Ça peut paraître étonnant. C'est ce que je suis aujourd'hui. J'aime à dire, on est tous un morceau d'impulse, en fait. On est tous, on se construit sa personnalité en grandissant au fur et à mesure des rencontres. Et ouais, la confiance, elle s'est structurée par justement des parcours de personnes et mes grands-parents qui m'ont, parce que j'étais une enfant très timide, dyslexique, qui était pas très à l'aise avec les autres, j'aimais pas l'école. Et j'ai appris à m'ouvrir. Le sport a été effectivement une clé. C'était mon professeur de CE2 qui a pris le temps de comprendre qui j'étais. C'est des choses qui m'ont marqué quand j'étais malade. C'est des choses auxquelles j'ai pensé et j'y pense toujours. C'est mon professeur de PS au collège et avec qui j'ai eu le plaisir, la surprise de porter la flamme olympique il y a de cela 15 jours. Ça a été un moment très émouvant parce que il m'a dit regarde où t'es, souviens-toi, voilà, quand je t'ai dit tu peux te construire, le sport est une clé, tu as le cerveau mais tu as aussi le corps et tu seras un modèle pour les gens, il faut que tu oses. Et voilà, et c'est une succession de rencontres. Ce que je suis aujourd'hui, cette confiance et le fait d'avoir rebondi sur cet échec, cette chute, ça a été les gens qui m'ont structuré, qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. On peut pas, on l'oublie pas. J'ai toujours ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai des douleurs en ce moment. J'ai beaucoup de douleurs. J'ai du mal à marcher en ce moment. Mes chevilles me font extrêmement mal. Je travaille sur le Tour de France, je travaille sur les Jeux Olympiques. Mes journées, quand je rentre chez moi, je suis obligée de me mettre les pieds dans la glace parce que je souffre beaucoup. Mais je suis fière aujourd'hui du parcours. Je suis fière aujourd'hui que tous ces gens qui ont pris du temps pour moi, tous ces gens qui étaient là quand j'étais dans la souffrance, qui m'ont pris comme j'étais, qui n'ont pas été présents uniquement par rapport à ce que je représentais, mais surtout qui j'étais. Et je pense que c'est ça qui est important et cette confiance aujourd'hui, elle s'est peut-être densifiée par rapport à une épreuve que j'ai vécue, mais non plus en tant qu'athlète ou femme, mais en tant que maman et femme. Il y a quelques mois, il y a 2 ans maintenant, et ma petite fille est tombée gravement malade pendant la pandémie. Prenez votre temps. Et j'ai vécu 2 ans à devoir surmonter ça, dont 1 an sans que je vois ma fille. Et ça rend plus fort. J'ai eu
j'ai plongé dans ces moments difficiles. Je me suis souvenue de ma chute et je me suis dit, là, je peux rien faire. Je peux rien faire pour l'aider, en fait. Donc, je vais me battre et puis je vais sortir de cette zone de confort qui finalement peut être le fait d'avoir réussi dans ma vie professionnelle, le fait d'avoir maintenant la vie que j'ai. Et ben, en tant que maman, là, je peux rien faire. Je suis face à des médecins, ma fille est malade, elle est hospitalisée et elle est dans un état très grave et je peux même plus la voir à un moment donné. Et cette confiance, je me suis dit, si elle sort, eh ben, je vais me battre pour les autres et je vais partager. Et je me suis même impliquée pour une mission au gouvernement auprès de tous les enfants parce que je me suis dit, à défaut d'aider mon propre enfant, je vais aider les autres enfants. Et c'est vrai que depuis cette période-là, depuis octobre 2020, ça fait 4 ans maintenant où je suis beaucoup plus ouverte, que je me suis mis à partager comme je le fais avec vous tous. Et j'ai envie de vous dire, la vie, effectivement, n'est jamais un long fleuve tranquille, mais la vie, elle vaut le coup d'être vécue. On sait qu'il y a un point, comme une course de vélo, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, et il faut vivre chaque instant. Il ne faut pas survivre, il faut vivre. Et comme disait Mathieu, il faut s'éclater, il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs, et tous les objectifs sont réalisables. Voilà, et en tant qu'athlète, j'ai pris des coups. En tant que maman et femme, j'ai pris des coups. Mais aujourd'hui, c'est une vraie fierté. Je suis très heureuse en tant que femme, maman, chef d'entreprise. Voilà. Donc oui, vous voyez, beaucoup de gens vous diront que je suis quelqu'un d'assez fermé, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Je me suis construite. Peut-être que la maladie et l'échec structure vous mettent une carapace, mais on est ce qu'on est et il faut être tourné vers les autres aussi. Ouais, il y a plein de choses qui résonnent. C'est vrai que ces rendez-vous qu'on a mensuellement, je suis accompagnée de Fanny Jacques, qui est psychiatre ici de Résilience, et on a souvent tendance à rappeler effectivement, un peu comme tu le dis là, que il y a le passé, il y a le futur, mais il y a surtout aujourd'hui, il y a surtout maintenant. Et c'est ça qui est à vivre, c'est ça qui est à apprécier, qui est à goûter, qui est à prendre plaisir, c'est aujourd'hui parce que c'est ce sur quoi on a la main aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain est fait, on sait ce qui était hier, mais ce qui est à vivre, c'est là maintenant. Et c'est vrai que souvent, notre esprit a tendance à aller soit d'un côté, soit de l'autre, mais rarement à se poser là. Et ce que tu dis est très juste. Et c'est vrai que la Covid a été une crise pour énormément de gens. On a tous vécu des choses assez terribles. Mais je crois que ça a aussi un peu ramené à cette réalité-là, à cette réalité de malade, à cette réalité de le temps est suspendu, ou en tout cas on subit de devoir rester à la maison, on subit de devoir être à l'hôpital, ou on subit toutes sortes de choses. Et effectivement de revenir à l'essentiel, comme tu le dis, et de revenir à qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, que ce soit de devenir maman, que ce soit d'avoir une carrière, que ce soit d'être sportif de haut niveau. Cette détermination-là, c'est effectivement ce qui peut faire aussi bouger les montagnes. Donc un grand merci à nouveau pour cette réponse inspirante. Je vais passer le dernier extrait qu'avait choisi Karine. Vous êtes dans une machine à laver parce que les sportifs, oui, on est des gens costauds, oui, on a une certaine résilience, oui, on a une boîte à outils, on a certaines capacités, mais on peut être tout autant déstabilisé que monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on est aussi monsieur et madame tout le monde. La seule chose, c'est qu'on a cette petite voix intérieure qui nous remet en route, quoi. Voilà, et ça, et comme on dit, on a les watts, quoi. Et là, il faut aller les chercher, les watts. Hop là. À nouveau, du coup, la question de Karine, c'était: vous avez l'habitude de vous lancer des défis, mais j'ai l'impression qu'un de vos secrets pour atteindre vos objectifs est aussi de profiter, de savoir vous réjouir de chaque succès, même si le but est encore loin. Qu'en pensez-vous? Elle a tout à fait raison. J'aime à dire que j'ai un sport individuel qui se pratique en équipe, et le vélo, c'est pas qu'un sport, c'est un moyen de mobilité, c'est une liberté en fait, c'est une clé, c'est une liberté, c'est un moyen de partage, c'est des rencontres, c'est découvrir le monde. Et c'est ce que j'aime dans ce monde qui est
qui m'a construit et il n'y a jamais de hasard. Voilà, comme je dis, il n'y a pas très longtemps, un journaliste, je suis en train de revenir, c'est-à-dire que depuis, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure qui concerne ma petite fille, j'avais toujours dit à ma fille parce que beaucoup des gens me disaient mais pourquoi tu ne travailles pas dans ce monde-là? Et après de ma chute, c'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait être marquant. Et j'avais dit j'ai besoin d'avancer puis vis-à-vis de mes enfants parce que c'est aussi ce monde-là que j'avais pas forcément envie de partager avec eux et qui pouvait être aussi lourd. Et quand elle était malade, la première chose qu'elle m'a dit, il faut que tu partages avec les autres, il faut que tu reviennes dans ce monde, il faut que tu te lâches, maman. Tu vois, c'était assez marrant. Et oui, je suis je suis une boule d'énergie, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je pense que j'ai pas, quelles que soient les épreuves que j'ai surmontées dans ma vie, les joies ont pris plus le pas que sur les difficultés et j'aime la vie. J'aime la vie, je sais d'où je viens. Il y avait des garçons et des filles quand j'étais très jeune à l'école, parce que j'étais justement un peu fébrile, etc. Ils me disaient, si tu dépasses le Cora de Vichy, on aura de la chance. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, oui, j'ai su faire taire ça. C'était une petite voix qui j'ai toujours eue et je me suis dit, tu vois où j'en suis? Et ben voilà quoi. Néanmoins, les chutes ou l'environnement des maladies sont toujours certaines fois dans ma vie, je les oublie pas. Donc parce qu'on peut pas oublier. On est structuré par son histoire en fait. L'histoire, c'est des bouts de sa vie, que ce soit les échecs ou les réussites. Ce qu'il faut, c'est dans certains moments, ne pas les oublier, de se dire, mais regarde tout ce que tu as fait, en fait, tout ce que tu as surmonté. Alors oui, avec le temps, des fois, c'est de plus en plus difficile parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est le capital santé. En ce moment, les gens le réalisent, mais nous, quand on est passé par la maladie, quelle qu'elle soit, on le sait, ça. Et on peut le comprendre. Les gens ont tendance à l'oublier. Donc, j'aime la vie. Je pense que le mot-clé dans la vie, c'est oser. C'est savoir s'entourer. C'est très important. C'est s'entourer de gens positifs. Et les gens qui ont su prendre du temps pour vous donner de leur temps, et ben ça se respecte et il ne faut pas l'oublier. Et ces gens-là, quand ils ne sont pas bien, il ne faut pas les exclure. Il faut prendre le temps aussi avec eux. Et les maladies que vous allez avoir ou surmonter, c'est piocher dedans pour leur donner vous-même les clés, en fait. Voilà, donc je suis quelqu'un, effectivement, beaucoup de gens vous diront que je suis solaire, mais je ne sais pas si je suis solaire en tous les cas. J'aime voir les gens heureux et j'aime partager le bonheur au quotidien. Voilà. Ouais, en tout cas, ton positivisme est très inspirant et très agréable. On sent que tu es effectivement une femme de poigne et de beaucoup d'énergie. D'ailleurs, dans ton témoignage, tu nous parles de beaucoup de marches. Tu nous parles notamment de faire 15 000 pas par jour. Alors, on est sur un objectif très élevé. Maintenant, pour nous, patients de la communauté résilience, à la fois en cours de traitement et en rémission d'un cancer, quels pourraient être les petits conseils que tu pourrais nous donner pour pouvoir mettre plus de sport dans nos vies? Je pense que déjà, c'est de se dire qu'est-ce qu'est entre guillemets le sport? Je dirais plutôt le mot activité physique. C'est aujourd'hui le corps humain, pour être en bonne santé, on sait que tu peux pas rester fixe comme ça. Et en plus, avec le monde des réseaux sociaux, ça t'amène plein de clés, mais ça t'aide pas non plus. Et moi, c'est une cycliste qui part, donc je suis dans le mouvement en permanence. C'est déjà bien dormir. Voilà. Tu peux faire des excès, mais tu dois être un rééquilibre. La vie, c'est toujours un jeu d'équilibre. J'ai une amie qui me parle souvent de ça, qui est une ancienne athlète aussi, qui travaille dans la santé. C'est ton alimentation, prendre le temps de bien t'hydrater, prendre le temps de mettre des choses à heure fixe aussi quand tu es justement confronté à la maladie. Pour la surmonter, ça passe par le sommeil, par l'hydratation et l'alimentation. C'est la base. Ton corps, il est agressé par des traitements. Il faut aussi le mental, on n'en parle pas assez, mais pour tenir le coup, si tu te fais plaisir, tu manges des choses avec des couleurs, tu prends ce temps pour toi de manger, ça va te faire énormément de bien. Et puis,
se déplacer, faire des choses que tu aimes. Si tu n'es pas capable, tu es trop fatigué pour le faire seul, prends le temps de le faire, d'avoir une ou deux personnes avec qui le faire en fait. Et puis diversifie, ça peut être effectivement marcher, ça peut être nager, ça peut être, et de façon simple, c'est tu te dis, allez aujourd'hui, je vais pas beaucoup marcher, je me sens fatiguée, ben, tu montes un escalier, un étage, 2 étages, tu vois, mais tu te fais de l'activité physique au quotidien qui est finalement tout ce qui est, on appelle ça le design actif, c'est déplacer par rapport à ton lieu de vie en fait. Voilà, donc si tu es, effectivement, moi je marche beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal depuis mon accident à faire du sport. Je ne fais pas partie de ces athlètes qui vont mettre un dossard et aller dans tous les sens. Moi, ma santé, elle se fait au quotidien, en marchant. Quand j'ai mal, quand mes pieds me font mal ou mon bassin me fait mal, parce que ça revient de plus en plus souvent avec le temps, et ben, j'ai pris le temps de l'exprimer à mes enfants et on le partage ensemble pour que ça soit plus facile. J'ai aussi accepté parce qu'il y a eu des moments où je me suis dit que c'était pas juste en fait. Mon corps me faisait mal comme ça. Et c'est aller à la piscine. Je sais que par exemple, la piscine me soulage. Donc je pense que quand on est malade, même quelle que soit la maladie, le rapport à l'eau, le fait d'être dans l'eau, on se sent mieux, ça nous protège, ça nous équilibre. Voilà, donc bien dormir, prendre le temps de manger des choses avec des couleurs, des choses qui vous font du bien. Mettez-vous au soleil dès qu'il y a du soleil pour de l'énergie. Et marcher si c'est compliqué parce que c'est douloureux. Entourez-vous de gens. Osez avoir une ou deux personnes avec qui partager, comme quand j'évoquais le fait d'avoir été en centre de rééducation. Et passer des bons moments avec ces gens-là. Voilà, faites-vous du bien. Acceptez de vous faire du bien. Voilà. Exactement, de ce que j'entends de tes mots, c'est effectivement aller vers ce qui vous fait du bien, faites-vous plaisir. Cette notion de plaisir est importante quand la maladie vient tout bousculer. Et juste en petit commentaire, c'est nous qui avons fait un dossier. Ah, pardon. Et juste en petit commentaire, si vous vous exposez au soleil, pas trop longtemps et avec de la crème solaire, parce que les produits chimiques peuvent être photosensibles. Voilà. En tout cas, très clair. Merci pour tous ces conseils, Séverine. Je vois le temps qui file. Il est déjà 19h04. Donc, un merci infini pour ce temps d'échange, Séverine, pour voilà, toutes tes confidences, pour cette dose d'inspiration que tu nous donnes pour cette fin de conférence. J'aurais une dernière question pour toi. Toi qui as toujours plein de nouveaux projets, plein de nouveaux challenges, est-ce que tu pourrais nous dire quel sera le prochain? Alors je suis en plein, c'est un peu ça, c'est-à-dire je m'étais dit en 2024, j'aurai 50 ans, ma société aura 20 ans et c'est une page qui se tourne dans ma vie. C'est un nouveau chapitre et je reviens dans le monde du vélo et de la mobilité avec un gros projet qui réunit finalement 20 ans d'expertise où j'ai travaillé sur un projet de vélo tourné vers les enfants, vers les adultes pour amener les gens à pratiquer le vélo, à se remettre au vélo, à découvrir que les villes puissent avoir des aménagements urbains. Donc, c'est au travers du Racing Club de France où je travaille. L'idée, c'était d'accepter ce projet innovant qui sont finalement, encore une fois, une feuille blanche et de poser cette feuille blanche et de se structurer au-delà d'un club que j'ai finalement rejoint en créant une section, mais un projet de mobilité tourné vers les villes, mais surtout vers les enfants, les adultes qui se déplacent à vélo et les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, notamment les gens qui sont malades. Et voilà, ça sera lancé samedi officiellement. Il va y avoir beaucoup de communication et je suis fière de ça parce que c'est comme demain coucher sa carrière ou sa vie dans un livre. Moi, je le fais sur le terrain avec ma pudeur, avec ma personnalité, mais avec des choses très concrètes qui, j'espère, je vais développer non pas uniquement sur un club, mais dans toute la France pour aider mon prochain. Et c'est ma façon aussi de me faire du bien en faisant du bien aux autres. Ouais, je ne pouvais pas mieux rêver comme fin d'interview.
C'est très inspirant. On a hâte de voir que ça sorte et de pouvoir suivre tout ce que tu vas pouvoir entreprendre à ce sujet. Ça a l'air génial. Donc, n'hésite pas d'ailleurs à nous partager les infos quand tu les auras. Ce sera un bonheur de pouvoir l'écho de cette formidable démarche. Un immense merci pour ta présence ce soir à nos côtés. Je vais conclure en quelques mots ce nouveau rendez-vous résilience. Je vous rappelle qu'effectivement, le premier épisode de cette collection sera diffusé dans l'application à partir de demain, 11 juillet. Ce sera l'épisode de Mathieu Lartaud que vous avez vu en première partie de cette conférence. Concernant le prochain rendez-vous résilience, échangeons ensemble. Je serai comme d'habitude accompagnée de ma binôme préférée, Fanny Jacques, notre psychiatre ici chez Résilience. Il aura lieu le 18 juillet, donc la semaine prochaine à 18 h, et portera sur la thématique « La famille et les proches ». Nous vous y attendons nombreux et nous vous souhaitons une très belle fin de journée, en espérant que cette conférence vous a plu. Merci. Merci beaucoup.